Eh bien, c'est parti. Ah, donc ça y est, j'ai le feu vert pour démarrer. Ben, parce que comme je suis toute seule sur mon écran, sur le moment, j'ai pas vu que je pouvais y aller. En tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième émission de l'Hebdo de la médiation. Alors, je vais répéter les recommandations d'usage qui viennent d'être données par Jérôme. Alors, effectivement, de couper vos micros parce que comme ça va éviter les interférences sonores qui ne sont pas toujours agréables à entendre, et puis aussi d'allumer vos webcams, parce que c'est toujours plus sympa pour pouvoir interagir. Et puis en plus, je vous dirais que lors du replay, ça permet d'afficher plus de vignettes, donc c'est plus agréable visuellement. Alors, je ne sais pas si c'est normal que je sois toujours toute seule à l'écran, mais bon, je vais faire comme si vous étiez là. Donc, vous le savez, pour intervenir, vous avez la petite main qui est à votre disposition. Donc, du coup, Jérôme, si tu veux bien, tu pourras m'alerter parce que comme pour le moment, je suis toute seule à l'écran, ben, je ne verrai pas ce qui se passe. Il y a Jean-Louis qui est là et ça, c'est une bonne chose parce que je ne suis pas à l'abri d'une petite défaillance technique. Parfois, mon réseau Internet fait des siennes. Donc, tu sauras, je le sais, prendre le relais. Voilà, en tout cas, bienvenue dans cette émission de l'Hebdo de la médiation. Alors, la semaine dernière, la thématique de l'émission était centrée, vous vous en souvenez, sur les incivilités et la médiation professionnelle. La semaine prochaine, vous allez pouvoir vous poser une question essentielle, je dirais même existentielle, avec cette thématique de qui suis-je? Et vous allez assurément pouvoir trouver des éléments de réponse dans cette émission qui sera animée par Jérôme. Tu vas certainement en parler à la fin de l'émission. Et pour rentrer dans le vif de notre sujet, je dirais que souvent, quand les médiateurs professionnels interviennent, c'est pour traiter de thématiques de résolution de conflits, c'est-à-dire des moments de vie où les émotions ne sont pas forcément agréables à vivre. Mais ça peut être aussi pour se gratter la tête sur des thématiques avec des concepts qui nécessitent une réflexion importante. Alors, cette semaine, on fait un entre-deux, c'est-à-dire qu'on vous a concocté une thématique gaie, sympa, souriante, je dirais peut-être plus légère, puisque nous allons parler de reconnaissance au quotidien, de plaisir relationnel, de management et de motivation. Alors évidemment, il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas parce qu'a priori cette thématique semble plus légère qu'elle ne va pas nécessiter une réflexion quand même sur ce qui compose et ce qui structure une relation de qualité et aussi sur un apprentissage des techniques qui permettent de construire et puis d'entretenir une relation agréable, voire même parfois de la restaurer quand elle s'est dégradée, et ce, dans tous les secteurs de la vie des personnes, donc que ce soit dans les familles, avec les amis, avec le voisinage, et puis dans l'entreprise aussi, bien sûr, puisque nous allons parler de management et de motivation. Alors, j'ai choisi cette thématique, et moi, je l'aime bien parce que on pourrait penser que parler de plaisir relationnel, c'est quelque chose d'un peu superficiel, quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, d'une sorte de petit luxe, en fait, dont on pourrait se passer parce que, après tout, on est en relation naturellement. Et d'ailleurs, nous avons autour de nous plein de relations qui sont agréables et qui nous le prouvent. Et du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'apprendre ou de se poser des questions sur l'entretien d'une relation quand tout se passe bien? Certains pourraient dire que on y perdrait en authenticité, en spontanéité, que du coup, ça va être du fabriqué et que le naturel ne serait plus là. Donc, oui, c'est possible en effet que quand tout se passe bien, il n'est pas nécessairement impératif d'apprendre à être en relation. Alors, si on pense ça, en fait, il y a deux questions qui peuvent se poser. La première, c'est est-ce que je sais précisément comment je fais pour mettre en place une relation de qualité et comment je fais pour l'entretenir? Parce que si je sais comment faire, alors ça veut dire que c'est reproductible. Ça veut dire que j'ai une connaissance pointue de ce qui fait une relation de qualité, que je suis en capacité d'énoncer des éléments du fonctionnement humain et des éléments de communication qui constituent cette relation de qualité. Et donc, conséquemment, je vais être capable de les utiliser quand j'en ai besoin. Et peut-être même plus encore, je vais être capable de les transmettre. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que je sais tout aussi naturellement
intervenir pour restaurer une relation qui se dégrade? Alors, la réponse est assez rapide. Bien sûr que nous savons qu'il y a des propos, des comportements, des attitudes qui sont à éviter et d'autres qui vont être à privilégier. Par exemple, je sais bien que de taper sur quelqu'un, ça ne va pas participer à de la qualité relationnelle. Mais comment savons-nous qu'il y a des propos, des comportements à éviter et d'autres qui seraient à privilégier? Selon ce que l'on a pu expérimenter et que de cette expérience, on en a tiré des certitudes. Alors oui, je suis certaine que de faire ceci ou cela, ça peut dégrader la relation ou au contraire l'entretenir, la rendre agréable. Et puis ça peut être aussi selon nos connaissances, parce qu'on a pu lire, par exemple, des bouquins de développement personnel. Certains ont pu lire Dolto ou des magazines qui proposent des tests. Êtes-vous un bon communicant? Et de cela, on en a tiré des convictions. C'est-à-dire qu'en raisonnant logiquement, je dirais, je peux me dire que telle astuce devrait marcher. J'en suis convaincue. Et puis, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des croyances qui peuvent alimenter une pensée sur ce qui fait une relation de qualité. Par exemple, si moi, je crois que le signe de taureau n'est pas bon pour le signe que je suis, je vais interroger toutes les personnes que je rencontre et puis mettre de côté toutes celles qui n'ont pas le bon signe astrologique. Mais alors, est-ce que je peux m'appuyer sur toutes ces croyances, ces certitudes et ces convictions pour construire un enseignement fiable et qui va me permettre d'entretenir une relation de qualité? Je veux dire, à coup sûr, quoi, sans qu'il y ait d'exception. Et est-ce que je vais pouvoir également transmettre ces connaissances et que ce soit fiable également pour la personne qui va recevoir cet enseignement? Alors là, en revanche, ça n'est absolument pas garanti parce que ça peut marcher quand il n'y a pas de souci dans la relation, parce que ce sont des recettes, des trucs, des astuces, des ficelles, mais rien de véritablement probant quand il s'agit d'avoir des connaissances et des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire une relation de qualité. Donc, on comprend bien en fait qu'être dans un plaisir relationnel, dans une relation de qualité, ça ne s'improvise pas. La qualité relationnelle, ça s'apprend. Et puis une relation, ça se construit et ça s'entretient. Et donc, comme il va être question de management et de motivation, là aussi, on va pouvoir parler de ce qui peut se faire au quotidien pour entretenir une qualité relationnelle qui va donner l'envie aux personnes de se lever le matin et d'aller bosser, le plaisir de pouvoir rencontrer ses collègues, et puis la motivation aussi pour contribuer au projet de l'entreprise. Donc voilà, vous l'avez compris, on ne va pas parler de trucs et astuces, on ne va pas parler de ficelles, ni même d'ailleurs de management par objectif ou de performance ou de rentabilité. On va parler des personnes, on va parler des relations et de la qualité relationnelle entre ces personnes. Donc, il va être question de la communication qu'on va mettre en œuvre en direction d'autrui et de la relation que l'on entretient avec soi et que l'on construit avec les autres. Alors, pour l'animation de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau virtuel Diana Garny et Sébastien Lallemand. Donc, je dirais qu'avec la présence de Diana, il y a une représentation très importante aujourd'hui de la France ultramarine, puisque Diana, toi, tu es en Guadeloupe, moi, je suis en Martinique, donc il est 7h39. Autant vous dire que si nous en sommes tous au café, ce n'est pas le même. Nous, c'est celui du petit-déj et vous, c'est peut-être celui d'après-déjeuner. Donc, Diana, toi, tu as fini ton parcours de formation CAPEM, mais tu n'as pas encore ta certification, puisque tu vas l'obtenir sans aucun doute en mai de cette année, en mai 2022. Tout à fait. Et puis, Sébastien, toi, tu es médiateur, toi, tu es un vieux médiateur, tu es médiateur depuis 2012. Alors, tu es dans la France hexagonale, je crois, dans le sud de la France. Plein sud, bonjour à tout le monde, Marseille. Voilà. Donc, c'est vous qui allez développer cette thématique. Et pour commencer à parler de la reconnaissance au quotidien et du plaisir relationnel, alors je vais te laisser la parole, Diana. Et puis, ce que je vais vous proposer à vous, nos invités, avec lesquels nous pouvons interagir directement sur ce plateau, c'est de noter dans les propos de Diana, déjà dans un premier temps, les mots qui vous semblent importants comme représentatifs de ce plaisir relationnel, de cette reconnaissance au quotidien.
les mots clés en fait de cette thématique. Et Diana, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, Annie, tu as raison, ça s'apprend en tout cas, hein, cette qualité relationnelle. Et oui, les relations, elles sont belles, elles sont plaisantes lorsqu'elles sont vécues en fait en liberté avec les autres. Et vous savez, la relation, elle commence par l'entente. Dans la relation avec l'autre, je prends plaisir. Je prends plaisir, je développe une émotion qui m'est agréable et elle est de qualité, donc tout va bien. Et quand je suis dans une relation agréable, c'est-à-dire une relation dans laquelle il y a de l'entente, eh bien, cette liberté, elle me permet de développer un point de vue sans crainte d'être jugé. Je ne me sens pas contraint par les décisions de l'autre non plus et qui peuvent peut-être des fois m'interpeller. Et je ne pense pas que l'autre peut agir contre moi. Donc, cette liberté m'amène à avoir envie de continuer cette relation et même à échafauder des projets relationnels, des voyages, mariages, projets de construction. Alors, je vous propose que l'on regarde en détail, de plus près, en quoi est constituée cette qualité relationnelle. Mais cette relation enrichissante avec l'autre, elle commence tout d'abord parce que recherche chaque individu le maintien d'une harmonie interne. En s'adaptant à toutes les forces déstabilisatrices qui viennent de l'extérieur, cette personne, elle va chercher à maintenir une harmonie en elle. C'est ce qu'on appelle en médiation professionnelle le SHE, la satisfaction, l'harmonie en soi et l'équilibre relationnel. Donc, en gros, cet individu, tout d'abord, va être en relation à lui-même, c'est la relation en soi. Il va rechercher une harmonie en soi, c'est le monde en lui. Voyez-vous, il va recevoir par ses sens les informations lui venant de l'extérieur et va accepter et les intégrer en s'appuyant sur ses certitudes, sur ses croyances et sur ses convictions. Spontanément et tout naturellement, cette personne va rester en harmonie et quand elle se trouve en disharmonie, elle va rechercher des informations qui vont lui permettre de rétablir l'harmonie. Puis, cet être humain va être dans la relation au monde. Donc, il va chercher à être en équilibre relationnel. C'est lui dans le monde. Mais ce sont les interactions avec les autres, les dynamiques relationnelles. Et c'est également un mécanisme naturel où lui, il va rechercher à être en équilibre dans ses relations pour pouvoir être bien. Et c'est là aussi qu'on va retrouver et qu'on comprendra plus tard ces rapports de force, les surenchères. Et pour finir, il va se poser la question de la satisfaction. Est-ce que je suis satisfait de la relation vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres? Et il va être dans cette satisfaction entre ce qu'il reçoit de l'environnement et l'équilibre relationnel qu'il a. Et il va doser, équilibrer tout ça pour satisfaire à ses envies, à ses besoins et à ses aspirations. Donc, il y a 3 aspects qui sont interdépendants et ce sont les 3 lois du fonctionnement de l'être humain et qui ne peuvent pas être travaillées indépendamment les unes des autres. Il y a donc une interaction permanente. Mais c'est un point qui est développé en formation de médiateur. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que quand il y a un SHE qui est apaisé, qui est serein, la personne ne va pas développer de conflit en soi. Elle ne va pas donner prise à des émotions négatives. Et par conséquent, elle aura des relations apaisées avec les autres. Bon, comment ça se passe, ces interactions? Ce qui permet cette relation apaisée, vous savez, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance et la légitimité des points de vue de l'autre, des intentions et de ses actions. Je vais pouvoir vous les illustrer. C'est cet exemple dans le couple où le mari, il va reconnaître la légitimité des points de vue de son épouse, car il est conscient qu'elle a certes des connaissances sur bien des domaines, mais aussi qu'elle ignore certaines choses. Et donc, dans leurs échanges sur des sujets politiques, il n'y aura pas de heurts, car il sait qu'elle ne maîtrise pas tout. Au sein de ce même couple,
la femme va reconnaître les intentions de son mari, car elle sait qu'il cherche à se faire déjà lui du bien et que parfois, il fait des confusions entre ce qu'il pense et ce qu'elle pense. Donc, lorsqu'il s'attendait à ce qu'elle lui repasse ses chemises pour la semaine et que cela n'a pas été fait, il peut facilement se distancer, ne pas donner prise et accepter ce qui se passe et ne pas être dans les reproches. Et enfin, le mari reconnaîtra à sa femme ses actions, car il sait qu'elle pose des actes pour son exigence et son existence à elle, et que parfois, elle peut être maladroite lorsqu'elle lui met toutes ses affaires au sale pour maintenir l'ordre dans la maison. Vous voyez, malgré la maladresse, malgré l'ignorance, malgré la confusion de l'un et de l'autre, ils reconnaissent réciproquement qu'ils sont utiles l'un pour l'autre et agréables à leur vie. Ce serait comme ces voisins qui s'apprécient. Donc, ils vont se prêter des intentions positives. Ils vont faire des interprétations jugeantes positives et être dans la contribution. Donc, ma voisine, elle m'apprécie et lorsque je l'apprécie aussi, lorsqu'elle se gare à ma place et que je rentre et qu'il est 3 heures du matin, je vais chercher une place plus loin. Je n'ai pas le choix. Elle n'a pas eu le choix, je dirais. Ou en tout cas, je penserais qu'elle n'a pas fait exprès. Donc, les personnes vont prendre à ce moment de la distance. Et cette distance, elle est nécessaire afin qu'il n'y ait pas de heurts, mais un apport et le maintien de l'entente dans la relation avec des émotions positives. C'est aussi possible d'être dans ce partage, dans cette reconnaissance, car l'un considère en fait que l'autre est différent, on n'est pas pareil. C'est une singularité dans la relation, sans condition, je pourrais dire. Elle ne s'impose pas le référentiel. Je ne t'impose pas le mien, tu ne m'imposes pas le tien. Et c'est ce qu'on appelle en médiation l'altérité. En médiation professionnelle, l'altérité. Mais vous savez, les relations, elles changent. Oui, mais comment et pourquoi? Il se passe quelque chose à un moment donné. Il y a eu un comportement, il y a eu un propos, il y a une perception différente. Et dans ce couple de tout à l'heure, où ils se sentaient libres, l'un de rentrer tard et l'autre de ne pas contribuer à certaines tâches, eh bien, là, ils ont cessé de reconnaître la légitimité de point de vue, d'intention et d'action dans leur relation. Alors qu'avant, cette légitimité, elle était bien présente. Et maintenant, absent dans la relation, cela fait défaut et le conflit s'installe. Vous est-il déjà arrivé en situation conflictuelle d'être envahi par une émotion négative? Vous me direz certainement oui. C'est une des premières conséquences de cette non-légitimité. Et vous avez peut-être ressenti le regret, du regret. Vous savez, ce regret qui est composé de 3 dynamiques. Donc, il y a le remords. Vous allez culpabiliser d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Vous aurez de la rancune, probablement, puisque vous allez accuser l'autre d'avoir fait ou n'avoir pas fait quelque chose. Et vous allez peut-être être dans la rancœur, où vous vous sentez impuissant et que vous avez un sentiment d'amertume. Mais c'est ce qu'on appelle en médiation professionnelle le conflit en soi. Dans la relation et face à la situation, ce couple a donné prise à ce qui a été dit ou fait. Ils ne le savent pas encore, mais ils contribuent tous les deux à ce conflit. Chacun dans ce couple voit son SHE, sa satisfaction, son harmonie, son équilibre en soi, mais qu'on a vu tout à l'heure perturbé, et va chercher à tout prix à le maintenir. Donc, ils vont tous deux penser, ils vont dire, ils vont faire des choses qui vont permettre leur équilibre interne et les rassurer. Mais vous savez, ce n'est pas plus différent dans le monde de l'entreprise. Il y a parfois des changements qui sont imposés, qui sont mal accueillis. Il y a pléthore de situations qui peuvent amener la dégradation relationnelle. Et cela est gênant. Vous conviendrez que c'est contraignant, c'est contrariant.
ça met en souffrance et ça prive de liberté. Vous voyez, par exemple, dans l'harmonie en soi, vu tout à l'heure, en conflit, la personne, elle va chercher des informations qui vont lui venir de l'extérieur de manière à la rassurer et sera prise par du doute. Elle va douter, c'est un doute émotionnel. Elle va douter par ses croyances et donc, elle va avoir peur d'agir. Elle va avoir un doute du fait de ses expériences passées. C'est ce qu'on appelle le doute expérientiel. Et elle va être sûre de certaines choses qui vont l'amener à douter de ses capacités, de ses compétences. Et puis, face à un autre doute, ce doute rationnel, parce qu'elle a des convictions, elle va être à la recherche de preuves. Vous voyez, tout ça va se mettre en place. Ce sont des mécanismes comme ça, inconscients ou pas. Et elle ne sera plus en équilibre dans la relation. Et donc, elle ne sera plus satisfaite de ce qui se joue à ce moment bien précis. On va revenir à la situation en entreprise. À l'arrivée de ce changement, vous êtes senti contraint. Et peut-être que vous avez prêté des intentions, du type il pense que je ne suis pas à la hauteur. Vous avez peut-être fait des interprétations jugeantes négatives. C'est parce que je suis arrivée en retard à ma présentation qu'il a pris cette décision. Et peut-être dans la contrainte, je n'irai plus en réunion. Voilà. Et puis, ça leur apprendra de me traiter comme ça. Et plein de mécanismes vont se mettre en place, de l'entêtement. Vous n'arriverez plus à descendre de votre point de vue pour considérer les choses. Vous allez être dans la surenchère. Vous allez soit faire plus que vous faisiez déjà beaucoup, vous allez peut-être faire moins que ce que vous faites déjà peu. Vous allez peut-être faire autant ce que vous faites moyennement d'habitude. Et vous avez peut-être aussi utilisé le mécanisme du fatalisme fonctionnel. C'est comme ça que je fais. Allez, voilà. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Mais ce n'est pas dommageable de donner prise, d'être mal dans les relations. Parce que celui qui est en conflit, il agit comme ça parce qu'il ne sait pas faire autrement. Avec des conséquences bien fâcheuses sur sa vie, sur son quotidien, sur son bien-être. Et cette personne, ou en tout cas ces personnes, ne sont plus en liberté. Mais aujourd'hui, vous avez découvert pour certains ce mécanisme de la dégradation relationnelle. Vous avez sans doute compris l'intérêt d'être en plaisir relationnel et en reconnaissance au quotidien. Mais vous me direz comment? Oui, c'est bien de connaître tout ça, ces mécanismes, comment ça se joue, mais on fait comment? Vous avez compris déjà que le plaisir relationnel est possible lorsqu'on a un SHE qui n'est pas perturbé en tout cas, qui est serein, qui est apaisé. Alors, première chose à faire, c'est d'être en harmonie en soi, en équilibre relationnel et être en satisfaction. Après, il est bien d'enlever dans la relation les prêts d'intention, les interprétations, les contraintes négatives. Ça permet d'aborder et de légitimer les points de vue des autres, ses intentions, ses actions, et ce qui permet de lui reconnaître qu'elle est ignorante, qu'elle est maladroite et qu'elle est prise de la confusion. Car lui, il est singulier et ce n'est pas un autre moi, il est différent de moi. Et puis, je pourrais utiliser dans mes échanges des messages de reconnaissance en fait, conséquences ressenties, plus positif, ou en fait, conséquences ressenties négatives, pour enlever des messages de l'adversité. J'enlève ces prêts d'intention, ces interprétations jugeantes et ces contraintes, car je sais que la relation, elle est précieuse. J'ai envie de la maintenir parce qu'elle est nécessaire à mon épanouissement, à l'épanouissement de l'autre. Alors, pourquoi ne pas aller vers ça? Par exemple, dans ce couple, c'est l'un qui pourrait dire, tu sais chérie, quand tu passes la débroussailleuse une fois par quinzaine, l'herbe n'étant pas très haute, cela m'évite de payer une personne pour le faire. Et nous pouvons faire des économies et cela me fait plaisir. Vous voyez là, la femme,
dit à son mari en quoi il est utile dans sa vie pour qu'il continue à faire ce qu'il fait. Ou même ce collaborateur qui pourrait dire, ben, tu vois, quand tu entres dans le bureau sans frapper et que je suis en entretien téléphonique, cela me surprend et cela m'oblige à arrêter ma présentation, mon entretien. Donc, j'accumule du retard et cela me contrarie. Vous voyez là, le collaborateur dit en quoi c'est contre-productif ce que l'autre fait et ce que cela cause de désagréable en lui. Et donc, il peut contribuer dans cette relation. Mais c'est une opportunité d'enrichir la relation. C'est là, cette force. Et puis, vous pouvez mettre aussi, on peut le mettre tous, hein, de la légèreté dans nos relations et ne pas donner prise aux propos de l'autre, ni à ses actions. Et on peut même utiliser une technique que je trouve, pour ma part, très utile dans les relations, c'est la technique du merci. Mais il sert tout d'abord à mettre de la distance entre l'autre, ce rapport, ses propos. Mais lorsque le mari dirait à sa femme, je me demande bien à quoi ça t'a servi d'intervenir sur ce sujet, devant nos amis en plus. Mais technique du merci, elle pourrait juste répondre, je te remercie. Mais ça peut être de même, hein, pour ce collaborateur qui pourrait dire, je ne sais pas si vous pourrez vous occuper de ce dossier parce que je doute que vous ayez la carrure. Mais l'autre collaborateur pourrait répondre, je vous remercie de me dire les choses aussi franchement. Mais vous voyez là, il n'y a pas de prise, hein. Il n'y a pas d'explication pour convaincre. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas à chercher à se justifier. Mais ça entraîne tout ça de la surenchère. Et cela amène le conflit en soi, vu tout à l'heure, de l'émotion négative, de la dégradation de la relation et donc le conflit. Ici, tout est altérité. Et j'accepte l'autre comme différent de moi, puisque lui et moi sommes habités, tous deux, d'ignorance, de maladresse et de confusion. C'est valable pour moi, c'est valable pour lui. Donc, vous avez vu, hein, que ces situations au quotidien, où le plaisir relationnel est nécessaire, il est possible par la reconnaissance de tout cela. Parce que tout ça a sa place, parce que avoir plaisir, être épanoui, être dans cette douceur, c'est magnifique. Et c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, c'est aussi vrai. Et donc, je vais laisser la place à Sébastien, qui pourra nous parler de cette motivation en entreprise. Là où on parle management participatif, le management dans l'entente. Et on verra comment tout ça peut s'emboîter. Là, on a vu dans le quotidien. On va voir maintenant dans l'entreprise comment ça peut être possible. Je vous remercie. Alors, juste avant, Sébastien, juste avant de te laisser la parole, parce que j'avais proposé à notre public de noter des mots, des expressions qui participent à entretenir une relation de qualité. Donc, peut-être un petit retour de 2 minutes. D'abord, vous avez pu… J'ai dit au début que l'émission allait être légère. Bon, finalement, pas tant que ça. On voit bien que ça ne s'improvise pas en matière de relations. Et alors, que ce soit pour la restaurer, ça semblait assez évident qu'il allait falloir mettre des choses en place, mais finalement aussi pour entretenir une relation de qualité et que cette relation soit vécue avec plaisir. Ça ne s'improvise pas non plus, ça s'apprend parce que, on l'a dit et tu l'as dit aussi, Diana, une relation, ça se construit. Alors, peut-être que dans notre public, que je ne vois absolument pas, mais j'imagine que vous êtes là, vous avez peut-être noté des mots, des expressions qui participent à entretenir cette relation de qualité. Alors, si vous allumez vos micros et puis que vous prenez la parole, ça permettra comme ça de lister quelques termes qui entretiennent, qui montrent en fait qu'on peut entretenir la relation de qualité, une relation de qualité. Non? Si, alors il y a des commentaires que tu ne d'accord. peut-être pas. Oui, parce que je ne les vois pas. Voilà, par exemple, on a le mot liberté qui est retenu, le mot harmonie, équilibre, altérité aussi.
Ok. dans En effet, donc, l'immatérialité. d'accord. Merci, merci Sébastien. Donc, en effet, ben, il y a des mots-clés, l'entente, la confiance, la motivation dont tu vas nous parler tout à l'heure, la reconnaissance que tu as illustrée, la liberté, bien sûr, ne pas donner prise aussi. Voilà, ce sont et puis bien d'autres termes encore, ce sont des piliers, je dirais, d'une relation qui fonctionne bien, d'une relation dans laquelle il y a du plaisir et de la liberté, parce que tu l'as dit tout à l'heure, une relation dans l'entente, c'est une relation dans laquelle je me sens libre. Donc, ce que tu as dit, juste pour faire une synthèse de ce que tu as dit, Diana, c'est qu'une relation de qualité, c'est d'abord une relation de qualité avec soi. Tu as parlé du besoin que nous avons d'être en harmonie avec nous-mêmes, du besoin d'avoir un équilibre relationnel, et ce besoin, en fait, qui se retrouve dans l'interrelation et qui a besoin d'être satisfait. Et puis, ça, c'est la relation à soi, donc le fait de ne pas donner prise, etc. Tu as parlé des regrets et tout ça. Et puis, dans la relation avec les autres, eh bien, il y a des éléments qui sont de l'ordre de la compréhension du fonctionnement humain. Et ce que l'on peut en retenir, c'est ce besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que les personnes ont besoin d'être reconnues dans les points de vue qu'elles développent, mais parfois, ben, les personnes se plantent et d'ailleurs, en allant chercher des connaissances supplémentaires, elles se rendent compte que si elles avaient acquis cette connaissance avant, ben, elles auraient pu mener une autre réflexion, développer un autre point de vue, réfléchir autrement ou faire les choses autrement. Mais elles ont besoin d'être reconnues sur le fait qu'elles ne savaient pas. Et en fait, l'importance de cette reconnaissance aussi, c'est que ça lui permet d'aller plus sereinement vers l'acquisition de savoir sans vivre la culpabilité de n'avoir pas su ou de ne pas avoir su. Et puis, le deuxième point, parce qu'il y en a trois, ces personnes ont également besoin d'être reconnues dans les actions qu'elles mettent en place. Mais on l'a vu, avec la limite de leur connaissance, eh bien, elles peuvent être maladroites et du coup, ça a des conséquences désagréables pour l'autre dans la relation. Eh bien, ces personnes ont besoin d'être reconnues sur la légitimité de l'action qu'elles ont mise en place ou des propos qu'elles ont pu tenir, et puis légitimes également sur la maladresse. Elles ont fait comme ça parce qu'elles n'ont pas su faire autrement. Hein. C'est quand même l'idée que les personnes ne vont pas dans le conflit par volonté, l'envie d'être dans le conflit. Ça n'existe pas. Et le fait que cette reconnaissance puisse leur être donnée, ben, ça va leur permettre également d'aller plus sereinement vers l'acquisition de compétences et de savoir-faire. Et puis enfin, ces personnes, elles ont également besoin d'être reconnues sur le fait que ben, peu importe ce qu'elles font, elles vont le faire pour elles et pas contre les autres. Mais parfois, ce pour elles-là, il n'est pas clairement défini. Alors, il peut y avoir de la confusion identitaire entre ce qui est le elle et puis l'autre. Et par exemple, elle va lui attribuer ses propres pensées, son propre référentiel, et ne plus faire la part des choses entre ce qui est elle et ce qui est l'autre. Et lui apporter cette reconnaissance, cette légitimité, ben, ça va la conduire également plus facilement vers l'acquisition de savoir-être qui lui permettront justement de mieux définir ce qui est ce elle. Donc voilà, on a vu donc, avec toi, Diana, la reconnaissance aussi avec ce FCR, le fait, conséquence, ressenti. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment un super outil de la reconnaissance au quotidien qui va alimenter le plaisir relationnel. Voilà, je peux dire à mon conjoint, oh, c'est top, tu as fait le café, merci, parce que je suis poli, bien éduqué et tout ça. Mais je peux lui dire aussi, tu vois, quand tous les jours, tu te lèves 10 minutes avant moi et puis que tu prépares le petit-déj pour nous deux, ben, moi, ça me permet en fait de prendre mon temps pour me maquiller, me fringuer, choisir tout ça. Et puis, ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour échanger avec toi avant d'aller bosser. C'est quelque chose qui m'est très agréable et je me sens soutenue, je me sens épaulée, je me sens aimée. Voilà, c'est une autre façon de dire les choses et qui sont agréables à entendre pour l'autre parce que j'acte le fait que j'ai vu qu'il a fait. Donc voilà, c'est
tous ces outils proposés sont au service de la reconnaissance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, en tant qu'il est autre, parce que tu l'as bien dit, il est question d'altérité. Et donc, c'est au service de l'entente. Et du coup, qu'est-ce que ça donne dans l'entreprise? Parce qu'il y a cette appropriation, évidemment, va servir également aux personnes enfin, cette appropriation va permettre aux personnes d'utiliser ces outils et cette instrumentation, et puis cette connaissance aussi, dans le cadre de l'entreprise. Et là, Sébastien, je te donne la parole. Merci, merci. Bon, rebonjour à tous. Oui, parce qu'en effet, bon, on peut intervenir, j'interviens en entreprise comme d'autres médiateurs professionnels le font de plusieurs manières. Une manière d'intervenir, c'est de résoudre les conflits. Ça commence à être bien connu en déroulant un processus qui permet aux personnes dans une situation de difficulté de sortir de l'ornière. Une autre façon d'intervenir, c'est de pouvoir rentrer dans une entreprise en amont des difficultés relationnelles pour prévenir ce que Diana a décrit, c'est-à-dire toute la mécanique de dégradation relationnelle. Bon, alors on a compris que quand même dans une entreprise comme dans la société, c'est très difficile d'éviter les interactions, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'occasions où une personne peut être, comme il a été dit tout à l'heure, déstabilisée dans les interactions et les relations qu'elle peut avoir avec les autres. Donc, je vais essayer d'illustrer un petit peu comment, dans une entreprise dans laquelle j'interviens, qui a déployé un certain nombre de dispositifs, comment on peut essayer de sensibiliser les personnes et de créer des mécaniques ou des dynamiques qui permettent de développer des dynamiques entre les personnes qui leur soient le plus favorables possible. Alors, je vais parler des dynamiques entre les salariés, notamment avec en interne, mais ça peut aussi être avec des partenaires ou avec des clients, notamment dans des métiers où les relations avec les clients sont parfois difficiles. Donc, déjà, quand on sait qu'une personne donc, peut être déstabilisée, on sait comment elle peut l'être, puisque Diana l'a décrit. Déjà, la première chose qu'on peut faciliter, c'est le repérage des situations, le repérage des moments dans lesquels les personnes se retrouvent en difficulté. Et une fois que ce repérage est fait, on peut faciliter l'expression des personnes. Alors, le repérage, je vais commencer par exemple par un cas très précis. Dans cette entreprise, il y a un gros travail qui a été fait sur le recrutement. Alors, dès le recrutement, l'entreprise prévient les candidats, les sensibilise et fait un certain nombre de choses qui vont leur permettre de comprendre en fait que l'entreprise, c'est comme un tissu relationnel. Je ne sais pas si on voit mes mains, hein, c'est vraiment des tissus comme ça qui sont en relation. Et puis, quand un tissu craque, en fait, quand un fil craque, c'est tout le tissu qui se fragilise et que le groupe peut se déliter. Alors, quand on est en plus dans un petit groupe ou dans un gros groupe où il y a une grosse charge de travail et où chacun est un déterminant de la réussite du groupe, bon, il faut prendre soin des personnes. Et donc, dans ces entretiens de recrutement, les personnes vont prendre conscience qu'elles vont devoir apporter un soin attentif au fonctionnement relationnel et aux relations. On m'entend bien? Je pense que oui, a priori, ça a l'air de marcher chez moi. Je continue. Oui, j'ai un petit signe, c'est bon. Oui, on t'entend très bien. Je vous remercie. Bon, donc, elles vont devoir se sentir actrices des relations et pour ça, elles vont devoir être mises en confiance. Alors déjà, dès que le candidat arrive, la première chose qui est faite, c'est qu'au lieu qu'elle suive un processus classique avec des entretiens de recrutement, avec la DRH, etc., d'abord, elle va rencontrer tous les collaborateurs avec lesquels elle va être éventuellement dans une relation de travail avec qui elle va collaborer. Et ça va permettre, par des discussions informelles, déjà que l'entreprise repère chez le candidat et que le candidat repère chez l'entreprise tous les points possibles, tous les heurts, toutes les incohérences, tout ce qui pourrait faire comme ça spontanément dans la relation, qui pourrait éventuellement titiller l'esprit, rendre les choses incohérentes, intriguer, etc. Et on va donc multiplier les interactions. La personne est même invitée à venir dans l'entreprise une journée, etc. Bon, ça, c'est une première chose qui sera faite. Et ensuite, elle va rencontrer un médiateur professionnel dans un entretien d'1 heure qu'elle peut préparer. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège. Où le médiateur va avoir plusieurs missions. Alors, la première, c'est de clarifier avec la personne tout ce que la personne n'aura pas compris de l'entreprise, en tout cas de faciliter cette clarification et dont elle a besoin pour comprendre, de savoir dans quel environnement elle va se trouver. Et s'il y a des choses qu'elle n'a pas compris ou qui l'ont heurté, c'est quelque chose sur lequel elle va pouvoir revenir.
Mais l'entreprise va aussi vouloir clarifier parce qu'au cours des premiers échanges, par exemple, il y a des choses qui auront intrigué et donc le médiateur va essayer de clarifier en tirant le fil ce qui motive la personne. Alors, je pense par exemple à un cadre de l'industrie, pardon, pas de l'industrie, de la grande distribution qui vient taper à la porte d'une agence immobilière et qui demande un poste d'assistant dans un premier temps. Et donc, ça intrigue les personnes parce qu'il veut devenir cadre, mais il ne veut pas commencer cadre, il veut d'abord apprendre. Bon, mais ça, les personnes n'ont pas bien compris pourquoi cette personne n'allait pas directement sur un poste de cadre s'il était déjà compétent pour le faire. Et l'entretien a permis d'approfondir et de dire, mais non, mais cette personne, elle a conscience qu'elle ne maîtrise pas le vocable, elle ne maîtrise pas les dynamiques, elle maîtrise donc elle a des compétences de manager, d'animateur, mais elle ne sait pas les mettre en œuvre dans ce domaine. Bon. Et puis, au cours de cet entretien, donc, la mission, ça va être d'élaborer un projet relationnel entre le candidat et l'entreprise et de mettre en évidence le plus possible, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, mais les points qui vont faire qu'à un moment donné, l'entreprise ou le candidat vont être démotivés, vont perdre leur motivation à travailler ensemble et pourraient soit se mettre dans une situation de repli, d'isolement, soit au contraire se mettre dans une dynamique un peu plus conflictuelle ou de tension. Et donc, comme ça, alors l'exemple avec cette personne, c'est, moi, ce qui me démotiverait, c'est que tout d'un coup, dans ma période d'intégration, j'ai le sentiment de ne plus apprendre, alors que je veux devenir cadre dans les 6 mois, par exemple. L'entreprise va, à partir de là, mettre en place un dispositif de suivi de sa formation avec des points réguliers. Et l'entreprise qui attend de lui une fonction d'assistant avec une certaine production correspondante à ce poste, va lui dire, nous, ce qu'on attend à ce moment-là, c'est quand même que tu produises X tâches par jour de cette nature-là. Et donc, essayer de consolider le projet sur ce qui paraît fragile. Ça a un avantage, c'est que quand la difficulté se présente, elle est déjà prévue. Et si une difficulté n'est pas prévue, on sait qu'on doit la dire. Parce que la dernière chose qui est prévue dans ces entretiens, c'est que les personnes vont devoir apprendre à parler d'elles et développer une faculté de dire quand les choses ne vont pas pour elles, quand elles ressentent un déséquilibre, de même que l'entreprise va le faire. Et au moment où émergera les éventuelles difficultés ou besoins qui auront été prévus, il n'y aura pas de convocation de l'entreprise ou de plainte de la part du salarié. Il y aura simplement une concertation qui sera déclenchée automatiquement parce que c'est prévu, il n'y a pas de surprise. Et le but, ça sera de créer des points d'ajustement. Voilà, ça, c'est un exemple déjà dans le recrutement qui permet de vérifier un certain nombre de choses et de multiplier les occasions et les espaces d'interaction au cours desquels les personnes vont apprendre à se reconnaître avant de travailler ensemble, pendant. Et puis, bien sûr, pendant l'entretien, il va être vérifié avec les personnes qu'elles vont apprendre dans le cadre de leur métier, etc., mais qu'elles vont aussi vouloir apprendre à développer leurs capacités relationnelles, quelles que soient leurs capacités. Elles peuvent être très fortes en négociation, très habiles ou pas, mais elles vont devoir aller encore plus loin, soit pour prendre soin d'elles, soit pour prendre soin de leurs clients ou du groupe. Et donc, en dehors du recrutement, ce qui peut être fait aussi, c'est qu'en parallèle des entretiens annuels d'évaluation, par exemple, qui sont assez formatés, on va faire aussi des entretiens de bilan relationnel au cours desquels la personne va pouvoir discuter avec un médiateur professionnel en marge de la hiérarchie, etc., de tout ce qui pourrait poser problème dans sa relation, c'est où est-ce qu'elle pourrait se sentir mal à l'aise, dans sa relation au projet d'entreprise, à son projet personnel, dans les valeurs de l'entreprise, et puis aussi avec tous ses collègues. Et puis, il pourra lui être proposé des soutiens si elle le souhaite. Voilà déjà deux dispositifs dans le recrutement et l'intégration et dans le suivi après d'activités qui permettent de créer des points de reconnaissance. Bon, pour s'exprimer, c'est quand même pas si facile quand on est en difficulté. C'est le deuxième point que je voulais illustrer, c'est-à-dire que parler de soi, c'est pas facile. Alors notamment, je prends l'exemple d'une autre personne dans la même entreprise qui est comptable, qui arrive et qui, au bout de 6 mois, après que tout se passe très bien, se rend compte qu'elle est en surcharge de travail et ça se passe très mal avec elle a un binôme, elle est comptable, elle travaille avec un gestionnaire. Et ça ne se passe pas bien parce que le gestionnaire voit bien que la salariée, que le comptable n'est pas au rendez-vous. Et le comptable sait bien qu'il n'est pas au rendez-vous, mais que les exigences sont plus élevées que prévues pour lui.
Et donc, à la discussion avec ce salarié, alors il n'y avait pas encore ce dispositif et cette sensibilisation, mais il était quand même formé à la relation et il savait qu'il devrait dire au groupe qu'il en a besoin quand les choses ne vont pas. Parce qu'il est déterminant et que si lui craque, ben, l'entreprise ne peut plus travailler correctement. Et puis, en plus, ben, pour lui, c'est quand même pas très agréable à vivre avec des risques potentiels. Donc, le comptable va dire, ben ouais, c'est difficile de parler de soi parce que ben, parler de soi, je viens d'arriver, alors déjà, j'ai vendu mes compétences et je passe pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, je me dévalorise. Et puis, même si je ne fais pas ça, je dis à l'entreprise, je vais avoir donné l'impression que je me plains et de l'organisation et de la direction, alors qu'on me donne une chance de travailler. Donc, il faut beaucoup de confiance. Et pour développer cette confiance, l'entreprise a adopté au moins 2 principes managériaux très forts et 2 autres outils. Alors, très rapidement, parce que je vois que le temps défile et qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, 2 principes managériaux. Le premier, c'est qu'il porte sur la prise de décision. Et alors, effectivement, ce n'est pas tranquille et ce n'est pas le pays des bisounours. Ça demande beaucoup d'exigences. C'est de partir du principe que la décision repose sur un principe d'entente. C'est-à-dire que ceux qui prennent les décisions sont ceux qui vont subir les conséquences, que ce soit des clients ou des salariés d'ailleurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une prise de responsabilité, mais au lieu que ce soit une personne qui dise « c'est comme ça que ça va se passer », alors les personnes sont à minima à consulter, mais idéalement, ce qui est privilégié, c'est de dire « on va faire quelque chose qui n'est pas d'accord avec ça », et de travailler jusqu'à ce que le désaccord ait sauté avec des outils et des techniques d'ingénierie relationnelle. Notamment, on va s'astreindre à décrire des situations avec des faits, avec des conséquences et faire le lien entre les faits et les conséquences et les ressentis que ça génère ou que ça pourrait générer. Deuxième, toujours dans le principe de la décision, ça permet de développer énormément la motivation parce que comme les personnes, en gros, l'entreprise avance avec les propositions que font les uns et avec les autres, lesquelles s'accordent ou s'ajustent. Ce qui permet quelque part de façonner ses propres situations et sa propre organisation. Et donc, ça, c'est très motivant. Parce que même quand il y a de la dégradation relationnelle, on sait qu'on va travailler comme ça. Et il y a des personnes qui, par exemple, sont en difficulté dans cette entreprise relationnelle. Ça arrive, mais elles n'iront pas voir ailleurs, même si c'est 1 000 € mieux payé ailleurs, parce qu'elles savent qu'elles vont avoir des opportunités d'ajuster la situation au mieux de leurs besoins. Et ça, pour que ça marche, pour que les gens s'expriment et il faut qu'elles aient confiance dans les réactions des autres, il y a un autre outil qui a été déployé qui est, comme on sait ce qui fait du bien à une personne et ce qui dégrade une relation dans l'ingénierie relationnelle, elles ont mis au point un dispositif qui permet d'animer toutes les réunions, les rencontres, les concertations, etc., et qui repose justement sur ces principes que Diana, tu décrivais. Par exemple, on sait qu'une personne n'est pas bien quand elle trouve les choses incohérentes. Et ce qui amène souvent l'incohérence dans l'esprit d'une personne, c'est quand le point de vue est différent, c'est quand l'interprétation est négative, c'est quand les points de vue s'affrontent. Bon, dans ce référentiel de qualité relationnelle qu'a mis en place l'entreprise, qui est presque une loi supérieure, ça guide le comportement. Ce n'est pas punitif ni rien, c'est un référentiel. Il est presque impossible à tenir d'ailleurs, mais c'est incitatif. Il est écrit tout simplement qu'au lieu d'interpréter, on doit aller chercher avec l'autre des faits. Le fait étant quelque chose qui est validé par les deux. Et on va retenir ça en commun. Bon, ce référentiel de qualité, il est présenté à l'entretien de recrutement. Les personnes y sont formées, et les personnes sont formées, ça c'est un autre dispositif. Il y a 4 heures de formation minimum pour chaque candidat pour se former à ces principes de qualité relationnelle. Il y a un droit à la maladresse, il y a une douzaine de points comme ça. Et puis, donc ça permet de faciliter la coordination entre les personnes qui sont différentes et qui travaillent ensemble. Et puis, la dernière chose, donc, il y a beaucoup de types de réunions et de formats de réunions. Et notamment, alors, le principe, c'est quand il y a une difficulté relationnelle, les personnes sont actives et elles traitent les choses en direct. Et si elles n'y arrivent pas, elles doivent solliciter l'entraide du groupe. Une personne qui s'isole sait par avance, c'est constitutionnel chez eux, que s'il est constaté qu'elle est enlisée dans une difficulté et qu'elle ne dit rien, celui qui le constate va prévenir le groupe qu'elle est en difficulté. Et donc, le groupe va s'organiser pour l'aider. Voilà. Donc, repérage des situations, multiplier le repérage des situations, permettre aux personnes de s'exprimer en faisant en sorte que tout le monde sait
à peu près comment les personnes se comportent dans les relations parce qu'elles ont appris à ne pas dégrader les relations, donc de ne pas avoir de réactions disproportionnées, un droit à la maladresse au lieu de sanctionner, et des formats de réunion dans lesquels les gens prennent ensemble des décisions. Ça, c'est trois dispositifs essentiels qui reposent sur des principes managériaux qui sont assez rares encore aujourd'hui, mais qui permettent à l'entreprise de garder des candidats, d'en trouver et d'avancer dans des situations qui sont parfois très difficiles. Voilà à peu près, je ne sais pas si je suis dans le temps de parole, comment on peut illustrer en entreprise quelques principes et outils d'ingénierie relationnelle. Mais si, tu es complètement dans le temps, Sébastien. Merci. Alors, effectivement, il est 8h21, enfin, chez vous, 5 heures de plus. Je vais donner tout à l'heure la parole à Jean-Louis parce que j'aime bien quand Jean-Louis vient apporter une conclusion. Ça donne toujours une 7e dimension aux propos qui viennent d'être tenus. Tu es prêt? Ça va être tout à l'heure. Non, tu n'as pas mis le micro. Mais bon, je sais que tu es prêt. Donc, merci Sébastien. Ce que tu viens de raconter, en fait, témoigne de l'obligation, bon, je le mets entre guillemets, mais d'apprendre cette instrumentation pour savoir être en relation dans l'entreprise et d'apprendre cette instrumentation issue de l'ingénierie relationnelle. Alors, ce sont, comme tu as toi-même synthétisé tous les outils et les dispositifs que vous avez mis en place dans l'entreprise, je ne vais pas les rappeler, dire que quand même ce sont les médiateurs professionnels qui enseignent ces connaissances et ces compétences de l'ingénierie relationnelle. Autant dire que la médiation professionnelle, ben, c'est en fait une nouvelle profession qui rend un service unique dans la vie des personnes, dans la vie en entreprise et dans la vie en société. C'est-à-dire que les médiateurs professionnels fabriquent de l'entente et participent à faire ressurgir l'entente quand la relation est dégradée. Et c'est donc permettre aux personnes de vivre ce qui participe à donner du sens à notre existence. Et là, je reprends un propos que Jean-Louis a souvent, mais je ne vois pas comment on pourrait dire les choses autrement. C'est de s'interroger sur qu'est-ce qui donne du sens, en fait, à notre existence. Ben, c'est la relation que l'on développe avec autrui, c'est-à-dire que, en fait, l'existence n'a du sens qu'à partir du moment où on a du plaisir dans nos relations et le plaisir dans les relations, ça sous-entend qu'il y a de l'entente. Et ce qui nous intéresse, nous, médiateurs professionnels, c'est de propager cette culture de l'entente. Et donc, pour ça, il faut réfléchir autrement à notre manière d'être en relation et à la relation à la société. Parce qu'on le sait bien, la relation à la société est régie par un contrat social, que ce contrat social qui impose des règles et qui sont souvent vécues comme des contraintes. Et quand on vit les choses comme des contraintes, ça crée de la résistance, ça crée de l'inconfort et ça ne propage pas l'idée de la motivation. Or, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les personnes aujourd'hui, on le dit souvent, c'est que les personnes aujourd'hui sont de plus en plus informées, éduquées, instruites. Alors, même s'il y a des erreurs de pensée qui amènent à des fake news, etc. Mais néanmoins, les personnes s'instruisent et elles ont une exigence aujourd'hui à vouloir être informées. Nous avons du mal avec le fait de ne pas être pris en compte, de ne pas être sollicités dans des décisions qui nous concernent et même qui nous impliquent. Alors, avec cette instruction, cette recherche d'information, nous voulons décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Donc, je dirais qu'il faut nous outiller et nous proposer un modèle sur lequel nous pouvons nous reposer et avec lequel nous pouvons apprendre à être en relation et à être libre, puisque le mot avait été noté aussi tout à l'heure. Voilà, c'est ce que nous proposons, c'est ce que proposent les médiateurs professionnels avec ce paradigme de l'entente interpersonnelle, c'est-à-dire le transfert de connaissances et de compétences, de toute l'instrumentation de l'ingénierie relationnelle pour permettre aux personnes de mettre de la qualité dans leurs relations et de s'approprier l'exercice de leur liberté. Et puis, bien sûr, l'entente sociale, puisque c'est le paradigme de l'entente et de l'entente sociale, c'est-à-dire de savoir comment on vit ensemble sans ces contraintes imposées par le contrat social. Voilà, c'est là, Jean-Louis, où en fait tu interviens pour mettre des étoiles dans nos yeux.
C'est ambitieux. C'est ambitieux parce que c'est super ce qui a été dit tout à l'heure par Diana, par Sébastien, par toi en présentation. Donc, c'est tout à fait ça. Alors, évidemment, quand on aborde le sujet de la reconnaissance, évidemment qu'on peut souvent se tromper quand on parle de reconnaissance et parler de considération. Donc, c'est là où il y a quand même de grosses erreurs sur la manière de considérer le sujet, je dirais, parce que soit on parle de reconnaissance, soit on parle de considération. Et quand on parle de considération, eh bien, on parle d'une manière de voir les autres par-dessus. Hein. Souvent, j'ai rappelé que le mot considération, ça veut dire regarder les gens par-dessus. Hein. Je considère. Quand je considère quelque chose, quand je considère un sujet, je le regarde avec une posture supérieure. Alors, ça on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais être considéré? Mais qu'est-ce que ça veut dire être considéré? Ça veut dire que quelqu'un est en position de pouvoir intégrer une autre personne, un sujet, dans son environnement, et en l'intégrant, eh bien, il est donc en posture de légitimité. Il y a celui qui est légitime dans cette posture et celui qui est considéré. Hein, donc, je ne sais pas si vous commencez à voir la différence entre le fait d'être considéré et le fait d'être reconnu. Hein, je suis reconnu, ben, personne ne me regarde par-dessus. Je suis considéré, ben, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi et puis qui considère qu'il a une légitimité à me prendre en compte. Et c'est là qu'il y a d'autres concepts qui viennent. On voit tout de suite que la considération s'accompagne de la bienveillance. Hein, vous connaissez ce genre de sujet. Alors, c'est la posture du médiateur. Je ne dis pas que la bienveillance et la considération ne peuvent pas être utilisées dans le quotidien. Tout ce que je dis, c'est que dans la posture du médiateur professionnel, la considération et la bienveillance n'ont pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas une pratique professionnelle. C'est une pratique de la régularité du quotidien, des relations au quotidien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être bienveillant avec quelqu'un qui nous casse les pieds. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être bienveillant, par exemple, avec des enfants ignorants, avec le voisin qui vraiment fait du bruit, etc. On va se montrer bienveillant, on va lui dire, bon, d'accord, voisin, tu les brises menu, mais je vais être bienveillant quand même, parce que c'est comme ça. Et puis parfois aussi, on va prendre en considération dans le quotidien. Hein, je fais la différence entre la posture de l'humanité, de notre humanité au quotidien, et la posture du professionnel. Et ça, c'est pas bien compris, c'est pas bien pratiqué. Quand je vois que dans d'autres écoles, on continue à raconter que les médiateurs doivent être bienveillants, mais je me dis, mais quelle incompétence qui est en train de se propager, qui est d'être maintenue. Il faut mettre de la rigueur, il faut mettre du professionnalisme, de la rationalité, de la méthode, pas quelque chose qui ne peut pas avoir lieu dans l'espace de médiation, parce que la bienveillance, c'est chargé de cette posture d'autorité, également comme la considération. Alors, ça, je voulais démêler ce point-là qui n'a pas été abordé, bien évidemment, par Annie, Sébastien et donc Diana, mais il y a aussi l'autre point sur la reconnaissance qu'Annie a abordé et sur lequel, pour moi, il me semble que c'est très important. C'est celui de la reconnaissance de la citoyenneté et la reconnaissance de l'humanité. J'ai vu tout récemment que dans la Méditerranée, des hommes, des humains sont morts par le mépris total des politiques qui n'ont absolument pas voulu. Alors après, ils ont plein d'explications, ils ont plein de manières de légitimer leur point de vue. Alors, bien évidemment, on peut se dire on va leur reconnaître leur légitimité, mais qu'est-ce que c'est quand même problématique que d'être au XXIe siècle, dans un siècle où il y a des gens qui sont milliardaires à n'en plus finir et qui ne pourront même pas faire épuiser leur fortune avec 1000 générations d'humanité. Et il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée dans le mépris total
de leur existence alors qu'ils viennent demander secours et qu'ils sont entendus par les secours qui sont là, français, et qu'on le sait maintenant, qu'on le sait, qu'ils sont empêchés, les secours, d'aller aider ces personnes-là. C'est quand même très problématique. Ça, ce n'est pas de la reconnaissance. Dans notre société, la reconnaissance doit être beaucoup plus marquée, beaucoup plus véhiculée. Et quand j'entends qu'il y a les thématiques qui sont employées aujourd'hui dans la vie politique ne sont pas les thématiques prioritaires de notre vie en société. Notre vie en société, c'est la qualité relationnelle, c'est la prise en compte de l'autre. Quand on voit ce qui se passe dans les îles où vous êtes toutes les deux, Annie et donc Diana, eh bien, quand ça se passe là-bas, on voit bien qu'il y a quand même un gros problème de reconnaissance de la légitimité des inquiétudes des personnes. Il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas de dialogue entre les personnes. Le devoir des politiques, c'est de montrer l'exemple dans la vie en société, c'est de montrer l'exemple en qualité de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est une reproduction de cette gouvernance qui est dans le management et dans la vie quotidienne. Donc, l'exclusion, le manque de reconnaissance, la discrimination, elle ne vient pas des personnes en premier, elle vient de l'exemple politique, elle vient de l'exemple qui est là, et ça devient d'autant plus important aujourd'hui qu'on en parle, qu'on s'approche d'élections qui sont déterminantes. Alors, je vous dis, pour moi, l'enjeu, il est dans cette trame politique de la reconnaissance. Quand je dis trame politique, je dis de la vie en société, parce que le mot politique, il faut bien l'entendre comme ce que je le dis, c'est la vie en société. Hein. La police, ce n'est pas celui qui tient la matraque. Police, c'est la vie en société, c'est la cité. Hein. Donc, c'est cette préoccupation de qualité relationnelle que je souhaite promouvoir, et je vous remercie d'en être. Et je vous remercie aussi de la promouvoir. Et donc, je repasse maintenant la parole à l'animatrice, animatrice de Martinique. À toi maintenant, Annie. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Ok, merci à toi. Tu vois, je savais qu'on repartirait avec des étoiles dans les yeux, ou en tout cas des informations complémentaires, un point de vue, encore une fois, qui nous permet d'étayer nos connaissances. Je crois qu'on a fini, hein, parce que regarde, il est 8h33. On a tenu les délais comme jamais. Peut-être, Jérôme, que tu as quelque chose à dire sur l'actu. Le temps que tu mettes ton micro. Alors, sur l'actualité, ça va être encore très compliqué de pouvoir… Il y a toujours quelque chose qui nous tient à cœur, mais ça va être difficile d'en parler maintenant. C'est toujours le Conseil national de la médiation et la volonté d'encadrer juridiquement une profession. C'est illusoire, puisqu'en fait, il ne cherche qu'à mettre des galons pour se sentir légitime à intervenir, alors qu'un médiateur professionnel est légitime en soi. Peut-être juste qu'on pourrait parler de la prochaine émission. Alors, Jérôme, si tu permets, puisque tu as abordé le sujet comme ça, en disant, mais en fait, ce Conseil national de la médiation, à chaque fois, ça devient l'arlésienne chez nous. Mais parce qu'on dit, ça fait 3 fois déjà qu'on dit qu'on va en parler, et on dit qu'on va en parler la prochaine fois. C'est dire à quel point on est inquiet. Hein. Parce que ça veut dire, en fait, je vais vous dire quelque chose, que vous qui êtes là, je vais vous dire une chose qu'on a partagée avec Jérôme avant. Il n'y a aucune inquiétude à se faire. C'est une guignolerie gouvernementale, ce Conseil national de la médiation. Quand je dis ça, ce n'est pas un jugement, hein. Il ne faut pas vous tromper, c'est un constat. Ils avaient déjà fait la même chose avec le Conseil national de la médiation familiale. Alors, on était monté au créneau, on était allé au ministère de la Justice avec les copains en 2008-2009, et puis on avait été accueillis cette fois-ci, parce que là, cette fois-ci, c'est très difficile de se faire accueillir par ces ministères. Donc, ils sont fermés, ils n'accueillent que les gens qui viennent leur cirer les pompes, et ceux qui apportent des choses et qui apporteraient quelque chose qui pourrait éventuellement les faire réfléchir, ils ne les reçoivent pas. Donc, ce n'est pas gênant en même temps, parce que ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Alors, je vous le dis. Alors, je vais vous le démontrer, c'est très facile. Le Conseil national de la médiation est placé sous l'égide du ministère de la Justice. Il ne peut avoir d'autorité que par rapport à l'exercice de la médiation judiciaire. Déjà. Donc, pour ce qui est de la médiation professionnelle, on en est extrait.
Dites-vous bien qu'ils ne vont pas pouvoir régir la médiation scientifique, la médiation scolaire, la médiation dans tous les domaines, la médiation médicale, enfin tout ce qui est la médiation dans les musées, par exemple. Hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la médiation culturelle. Ils ne vont pas pouvoir faire ça. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Donc, ils ne vont pas pouvoir non plus régir la médiation professionnelle. Voilà. Déjà, l'adjectif devient très important. Alors, je le précise parce que, tant qu'à faire, on met les pieds dans le plat. Peut-être qu'un jour au ministère de la Justice, ils entendront ce qu'on a à leur dire. Mais puisqu'ils ne l'entendent pas, puisqu'ils sont vraiment sourds d'oreille, on le dit ici, et puis je le répéterai ailleurs, comme ça, ils finiront bien par entendre que ce qu'ils font ne nous impressionne pas. Et s'ils veulent nous impressionner, il va falloir que vraiment ils fassent encore plus d'efforts. C'est-à-dire que, par exemple, ils inventent le confinement des médiateurs professionnels. Ça, c'est peut-être possible. Mais là, aujourd'hui, on en est à une méthodologie qui est très problématique parce qu'il n'y a pas de concertation. Ils ne concertent que les gens qui vont dans leur sens et ils ne concertent pas la CPMN qui a quand même, c'est la plus grande organisation et la plus ancienne des organisations en médiation professionnelle et dans le champ de la résolution des conflits, avec l'intitulé que j'ai initié, que j'ai créé, celui de la profession de médiateur, en 1999-2000, avec le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Donc, je peux revendiquer avoir créé la profession de médiateur tranquillement, n'en déplaise à certains concurrents et à des personnes qui sont mal informées. Donc, le fait de créer un Conseil national de la médiation, ça va sectoriser, comme pour la médiation familiale. En médiation familiale, tout ce qu'ils ont fait, c'est non pas produire des documents intéressants, utiles, performants, pertinents, non, tout ce qu'ils ont fait dans ce club fermé, ça a été de produire une pseudo-trame de formation de médiation, de formation à la médiation qui existait déjà, donc rien de nouveau. Ils ont voulu faire aligner les écoles qui faisaient de la formation à la médiation sur des outils qui étaient du classique, un tiers d'incompétence, plus un tiers d'incompétence, plus un tiers d'incompétence. C'est-à-dire, et ils veulent faire de la compétence avec ça, un peu de psycho, un tiers de droit, on ne sait pas lequel, un tiers de philo-communication. Bon, ça, avec 3 tiers comme ça, ils disent on va faire une compétence. C'est quand même un peu bizarre. On a vu que la plupart des juges qui ont vraiment fait appel à de la médiation familiale en ont tous été insatisfaits. Et la preuve, ils ont même fait appel à des médiateurs professionnels pour résoudre les problématiques auxquelles ils étaient confrontés quand ils voulaient vraiment le faire. Donc là, on a un gros problème. Et ce qu'ils ont produit réellement, c'est une circulaire qui a été adressée à tous les juges aux affaires familiales en leur disant il faut privilégier les médiateurs titulaires du diplôme d'état de médiation familiale. C'est tout ce qu'a fait le Conseil national de la médiation familiale de productif. Ils vont faire la même chose maintenant. On va être confronté à la même problématique. Ce n'est pas utile aux magistrats, comme le disait Jérôme. Ce Conseil national de la médiation n'est pas utile aux magistrats, n'est pas utile aux avocats, n'est pas utile aux citoyens et donc aux justiciables. Il est juste utile aux médiateurs qui ont besoin de se faire reconnaître avec des épaulettes pour pouvoir dire on a l'autorité de l'État. On a la bénédiction du gouvernement et de l'État. C'est absurde de procéder comme ça. Il y a déjà dans la société civile l'organisation suffisante des médiateurs qui sont indépendants, sérieux, labellisés avec le CAPEM. Même, je dis, laissons faire les concurrents. Mais il n'y a pas besoin de la tutelle de l'État. C'est une grosse erreur. Et c'est une erreur de continuer à sectoriser la médiation. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur le Conseil national de la médiation. On y reviendra, parce que ce que je viens de dire ici, c'est que la partie immergée de l'iceberg de cette contestation, de cette absurdité de cette commission nationale. En tout cas, c'est ce comité national, cette commission nationale, on ne sait pas vraiment d'ailleurs comment ça s'appelle. En tout cas, voilà, on a reporté de semaine en semaine, mais cette fois-ci, on a vu le haut de l'iceberg. La semaine prochaine, rendez-vous pour voir le bas, peut-être. Donc, Jérôme, peut-être la semaine prochaine, c'est toi qui vas présenter cette thématique, qui va nous prêter le citron, hein, c'est sûr. Oui, effectivement, Annie, c'est bien moi qui n'animerai pas
cette émission. Ah, d'accord, C'est je croyais que Jean-Bruno c'était toi. Chantraine. C'est Jean-Bruno qui animera cette émission sur qui suis-je? C'est une question primordiale. Alors, on a parlé de plaisir relationnel aujourd'hui et de reconnaissance. On a parlé du SHE avec Diana qui avait fait un exposé sur tout ça. Eh bien, la semaine prochaine, Jean-Bruno Chantraine nous fera parcourir toute la galaxie du qui suis-je et qu'est-ce que ça vient faire en médiation, tout ça. Donc, ce sera à lui de vous en parler. Et puis, il y aura un petit rappel dans la semaine qui nous a concocté une petite vidéo de 30 secondes pour vous donner envie de venir. Donc, vous la verrez sur mediator.tv aussi. OK. Eh bien, donc, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec cette thématique qui, j'en suis sûre, sera hyper intéressante. Donc, maintenant, c'est l'heure des remerciements parce qu'il est 8h41. Donc, vous remercier à vous qui êtes en plateau et qu'on retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Remercier les personnes qui vont nous regarder en replay également, qui peut-être nous regardent aussi en direct sur YouTube. Des remerciements évidemment chaleureux à Diana et Sébastien pour ces interventions qui ont bien montré l'utilité d'apprendre pour pouvoir construire des relations de qualité. Et quoi dire d'autre? À la semaine prochaine!